Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 17e épisode de La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Waouh, bienvenue en 2024, ça y est, on y est. C'est le premier épisode de l'année, je suis trop contente de vous retrouver. J'espère que vous pourrez commencer l'année sur des bonnes bases, que vous allez bien et je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets, pour votre vie perso, pour tout. Vraiment mes meilleurs vœux et j'ai hâte de vous retrouver avec des nouveaux invités, des nouveaux épisodes. Il va se passer plein de choses par ici, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Aujourd'hui, je reçois Chloé Andriana Rizoa, chargée de communication pour l'illustration. Je l'ai découverte grâce à une vidéo où elle parlait de l'exploitation des artistes sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ce sujet passionnant et c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter sur le podcast. On a parlé de ça aujourd'hui et de plein d'autres choses. Alors je vous préviens, mon micro, j'ai fait une bêtise, on m'a dit de faire attention à ça et je l'ai pas fait, mais il y a des petites interférences parce qu'on n'avait pas enlevé internet, je crois que c'est à cause de ça. Bref, c'est pas hyper dérangeant parce que je parle pas beaucoup, mais si jamais vous l'entendez une ou deux fois, c'est ça. Et aussi Chloé a une magnifique petite chienne qui des fois jouait un peu autour de nous. Donc si vous entendez des bruits, c'est ça. Normalement, j'ai fait en sorte qu'on entende le moins possible les bruits un peu d'interférence et le chien de Chloé, en vrai, on l'entend à peine. Donc voilà, mais je préfère vous prévenir. En tout cas, je vous souhaite une belle écoute. Si jamais l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner sur le podcast. C'est le meilleur soutien que vous pouvez lui apporter. Merci à vous et à tout de suite pour l'épisode. Bonjour Chloé. Salut. Merci d'être venue sur le podcast, ça fait trop plaisir et merci de m'accueillir chez toi. Merci C'est à trop toi cool. d'avoir fait le déplacement. Avec plaisir. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors, je m'appelle Chloé Andriana Rizoa, je suis chargée de communication, spécialisée dans la culture et en particulier dans l'illustration. Et la communication, c'est un petit peu un champ large, mais en fait, ce que je fais surtout, ça se passe sur Internet. Donc, je fais beaucoup d'accompagnement, de communication sur les réseaux sociaux. Je fais de la rédaction web. Je fais un petit peu de photos et de vidéos pour les réseaux sociaux. Et j'aide les artistes sur leur carrière artistique pour des choix stratégiques pour essayer de vivre de son art. Donc, ouais, c'était quoi un petit peu ton parcours? Comment t'en es arrivée à ce métier-là? Et un peu pourquoi aussi? Je sais pas quelles études t'as faites déjà? Alors j'ai fait une prépa littéraire parce que j'étais intéressée par la littérature. Et à la suite de cette prépa, j'ai fait de la littérature à la fac. Et je me suis dit, mais où est-ce que je vais? J'ai pas du tout envie d'être professeur. Qu'est-ce que je vais faire plus tard? Et j'ai découvert la communication. Et je me suis dit que j'avais envie de faire de la communication dans la culture, parce que quitte à parler de quelque chose, autant que ça me plaise. Et donc, j'ai commencé en alternance au Fonds d'art contemporain de la ville de Paris, en tant que chargée de com. Et je me suis dit, oh, l'art contemporain, c'est trop bien. J'ai enchaîné avec une agence de com, et je me suis rendu compte que le milieu de l'art contemporain, c'était parfois un peu difficile. Les gens étaient un peu des requins parfois. Et en parallèle, je suivais pas mal d'illustratrices sur YouTube et j'écoutais un podcast sur l'illustration qui s'appelle Sens Créatif, que tu connais, je Ouais, crois. je connais. Et je me suis dit, en fait, là, je quitte mon boulot. Je trouve pas de travail dans des institutions culturelles. Je vais me lancer à mon compte et je vais essayer d'axer le plus possible vers l'illustration parce que c'est quand même de l'art visuel et il y a un côté plus accessible. Qu'est-ce que c'est le Fonds d'art contemporain? Alors le Fonds d'art contemporain de la ville de Paris, c'est la ville de Paris qui achète des œuvres d'art chaque année, d'art contemporain, et qui ensuite utilise ces œuvres d'art pour décorer les bureaux de la mairie, mais aussi pour faire de la médiation culturelle auprès des écoles et des EHPAD de la ville. Donc c'est trop chouette. Il n'y a pas de lieu d'exposition, donc on ne peut pas visiter le Fonds d'art contemporain, contrairement au FRAC. Donc le FRAC, c'est les fonds régionaux d'art contemporain. Mais
Mais voilà, en gros, c'est le fonds qui permet à la ville d'acheter des œuvres d'art et de mécéner un peu les artistes de la ville. En fait, c'est un peu là partout, mais on s'en rend pas compte, quoi. On Ouais, le c'est voit, ça. Ouais, complètement. Et ça gère aussi en collaboration avec les services qui font, par exemple, les fresques dans la ville de Paris. Donc, Ok. c'était chouette. Et la médiation culturelle, c'est quelque chose que tu as gardé ensuite dans ton métier aujourd'hui encore? Un petit peu, ouais. J'ai fait aussi un petit peu de... Enfin, j'ai été un peu médiatrice culturelle. Et en fait, il y a un lien. Ouais, ça se ressemble en fait, la communication pour la culture et la médiation culturelle, parce que dans la communication, on va souvent venir expliciter certains messages, certaines intentions artistiques justement pour transmettre des messages, et c'est ce qu'on fait en médiation culturelle. Donc, la médiation culturelle, pour les gens qui savent pas, c'est... Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Ouais, alors c'est assez large aussi, mais ça consiste à expliquer l'art, en gros, à donner des pistes pour que les personnes, les publics éloignés, on parle souvent de publics éloignés dans la médiation culturelle, c'est-à-dire les enfants, mais aussi des populations qui n'ont pas accès à la culture, de pouvoir mieux comprendre les références et de mieux adhérer en fait à des expositions ou simplement à des œuvres de manière générale. Donc les médiatrices et les médiateurs vont intervenir dans des expositions pour faire des parcours, des visites guidées, mais ça peut être aussi aller sur les lieux des personnes qui sont justement éloignées des milieux artistiques pour faire venir l'art vers ces milieux-là. Je trouve ça hyper intéressant, tous ces concepts-là, parce que c'est vrai que la culture, elle n'est pas du tout accessible à tout le monde, pour moi. Ouais, ouais. Et enfin, réintégrer de la culture dans des milieux où on n'y a plus trop accès depuis longtemps, c'est tout un métier et c'est tout un... Carrément, ouais, ouais. Et c'est souvent l'œuvre d'institutions, en fait, qui ont à cœur de faire ça, et donc c'est hyper Bah, des intéressant. assos, Ouais, des associations, ouais. justement des fonds régionaux ou nationaux. Et l'agence, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ou comment tu l'as vécu Moi, Qu'est-ce j'ai qu'on fait dans une agence en fait? Moi, j'ai très mal vécu mon, mon expérience en agence, mais en fait, il y a des clients, donc des galeries, des musées, même des artistes, qui viennent contacter l'agence. Donc, c'était une agence de presse et réseaux sociaux. Et donc, ils délèguent toute cette partie-là pour que les expositions, en général, c'est des expositions, soient connues auprès du grand public. Et du coup, ils délèguent la partie. Moi, j'étais partie réseaux sociaux. Et donc, ils me déléguaient leur partie réseaux sociaux. Donc, moi, j'écrivais tout le contenu, la stratégie, et je leur soumettais, ils validaient, et je le programmais en temps et en heure. En soi, j'imagine que ça doit être passionnant sur le côté projet. J'imagine que tu vois passer beaucoup de gens, beaucoup de Ouais, projets c'est différents. hyper intéressant, mais en même temps, c'est un milieu compliqué, avec beaucoup de pression, avec beaucoup de hiérarchie. Et le milieu de l'art contemporain, c'est quand même un milieu assez fermé, assez élitiste. Et il y a, alors pas partout, mais dans certains milieux, si tu n'as pas les références et si tu ne fais pas partie du milieu, on te le fait sentir. Et du coup, c'était ça qui était un peu compliqué pour Ouais. moi. Il y a un peu de mépris de classe, Ouais, de... Ouais. carrément. Mépris de classe et puis, enfin, en fait, c'est des milieux où on brasse beaucoup d'argent, en fait. Donc fatalement, ouais, il y a des questions de classe qui se superposent à ces questions de mépris, quoi. Et du coup, quand t'as plus switch vers l'illustration, t'as trouvé ce milieu plus bienveillant Ouais, justement? carrément. Ouais, carrément. Ça se prend beaucoup moins au sérieux déjà. C'est beaucoup plus accessible aussi parce que quelque chose qui me frustrait en agence, c'est qu'on n'était plus du tout dans cet aspect médiation culturelle justement. Alors que quand j'étais au Fonds d'art contemporain, on allait vers les publics. Là, on s'adressait à des connaisseurs. Et du coup, on n'était plus du tout dans l'explicitation de que veut dire l'œuvre, que veut transmettre l'artiste. Et voilà, on était plus sur des échanges monétaires, quoi. Ouais. Donc c'était un peu frustrant. Et là, dans le milieu de l'illustration, il y a un côté beaucoup plus accessible, beaucoup plus populaire. Enfin, les œuvres
accepte de jouer le jeu de l'esthétique aussi. L'art contemporain essaye de s'en détacher beaucoup. Donc, on peut adhérer à une œuvre sans pour autant avoir les références auxquelles elle fait... sans pour autant avoir les références, sans pour autant connaître l'artiste, etc. On peut adhérer à une illustration sans connaître le background. Et ça crée un milieu bien plus bienveillant. Ouais, carrément. Il y a tout un truc en plus là-dessus où on avait déjà eu le débat avec des potes. Une fois, on est parti au... C'est le Palais de Tokyo, je crois, à Paris. Ouais. Et il y avait toute une expo, enfin, toute une partie sur l'art contemporain. Je crois que c'était la semaine de l'art, je sais plus trop. Mais on avait vu toute une expo qu'on avait payé 15 euros, où il y avait des installations et aucun panneau explicatif. Et moi, ça m'avait vraiment énervée parce que j'étais vraiment dans ma tête en mode alors oui, bien sûr qu'on peut interpréter tout, etc. Mais il y a un petit peu, je trouve, une sorte de chose un peu élitiste dans l'art de non, je vais pas m'expliquer. En fait, si t'es sensible à mon art, tu comprendras, machin. Enfin, et en fait, pour des publics qui sont pas avertis ou qui n'ont pas l'habitude d'avoir des réflexions sur ces pièces-là, ces choses-là, bah en fait, c'est pas accessible du tout. On comprend rien, on voit juste des. Enfin, moi perso, j'ai juste vu des rideaux et des poupées en dessous et je suis genre bon, d'accord, mais. Ouais, non, carrément. Mais clairement, et ça c'est vraiment, je trouve, un manque, parce que moi, l'art contemporain, avant d'y travailler, j'y connaissais pas grand-chose. Et en rencontrant les artistes, en discutant avec les artistes, en rédigeant des cartels, etc., je me suis vraiment prise de passion pour ça et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, il y a un discours, même il y a du militantisme parfois, de l'intime, enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes qu'on n'a pas forcément... qu'on peut pas comprendre d'emblée comme ça sans connaître le background. Et c'est vrai que c'est hyper frustrant d'être dans une expo et de pas connaître tout ça. Donc moi je trouve que même dans une démarche simplement pour faire comprendre son art, mais même dans une démarche militante, même justement pour l'accès à l'art et l'accès à la culture, ça vaut le coup d'expliquer, d'avoir un petit cartel à minima pour comprendre. Et pourquoi pas même des visites guidées pour vraiment bien comprendre de quoi il s'agit, quel est le sujet, etc. Ouais, carrément. J'étais allée dans un musée en Norvège où ils avaient une application où au lieu d'acheter un audio guide, c'était une application donc téléchargeable gratuitement et on pouvait passer d'œuvre en œuvre et avoir une explication dans ses écouteurs. Et franchement, ça change mais radicalement ton expérience du musée d'art contemporain parce qu'en fait, là, tu comprenais vraiment tout et c'était hyper touchant de voir certaines œuvres qui résonnaient bien plus que si on les avait vues sans explication. Ouais, j'imagine en plus qu'il y a tout un monde qu'on connaît pas justement et c'est dommage quoi. Ouais, carrément. Et du coup, l'illustration, tu m'as dit que tu l'avais, enfin, t'avais connu ce monde-là par YouTube premièrement. Ouais, YouTube. Bon, l'illustration, on connaît forcément ça, même sans. Enfin, c'est dans notre quotidien de tous les jours. Mais c'est vrai que le métier d'illustrateur et d'illustratrice, ouais, je l'ai connu essentiellement sur YouTube d'abord et ensuite par les réseaux sociaux et par les podcasts, ouais. Tu suivais qui à l'époque? Bah, toutes les grandes de ce nom. Je suivais Ectomorph, je suivais Marie Boiseau, Marie Spénal, Si. Voilà. Ouais, on a les mêmes rêves. Bah ouais, en même Marie temps. Boiseau, je connais pas par contre. Mais... Ouais, Marie Boiseau, bah trop bien. Je te conseille. Elle fait de la gouache, c'est hyper joli. Et en plus, elle a une personnalité vraiment peps, elle est trop drôle. Enfin, faut regarder son travail. Et c'est un milieu qui est quand même assez féminin, j'ai l'impression, en tout cas sur YouTube. Sur YouTube, mais en réalité pas plus féminin que ça. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, les personnes qui fonctionnent bien, qui ont beaucoup de missions, c'est assez bien réparti. Peut-être que dans les personnes qui se lancent, c'est plus féminin, mais finalement, c'est pas... Et par exemple, en France, quand on est illustrateur ou illustratrice, quel est le statut un petit peu commun? Je sais pas s'il y a un statut commun. J'imagine que c'est un peu comme en photo, genre auto-entreprise ou artiste-auteur. Oui, ça peut être les deux. Là-bas, la grande différence, je pense que c'est comme en photo, c'est la vente de reproduction. Là, c'est nécessaire d'avoir un statut d'auto-entreprise, enfin d'auto-entrepreneur. Et puis, toutes les missions, en fait, freelance, je pense que c'est plus simple d'avoir un statut micro-entreprise. Ouais. Pour les personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est qu'être illustrateur ou illustratrice,
dans quoi est-ce qu'on peut travailler? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces métiers? Alors il y a vraiment beaucoup d'applications. Quand on pense illustration, on pense souvent à la BD tout de suite, mais c'est plutôt dessinatrice, dessinateur de BD ou autrice ou auteur de BD. Et ensuite, il y a l'illustration de presse, donc toute illustration d'articles web, print, etc. Il y a l'illustration commerciale, donc dans la communication, dans la pub, mais on peut faire aussi des packaging, on peut aussi faire des motifs. On peut aussi vendre ces illustrations à des particuliers. Enfin, voilà, il y a plein de domaines professionnels. Et ça peut être autant, de l'illustration sur tablette que, de la peinture, Ouais, bien ouais. sûr, ouais. Il y a une rapidité d'exécution sur ordinateur et sur tablette, mais ça se fait très bien. Enfin, je connais plein d'illustrateurs et d'illustratrices qui vendent leur travail de façon commerciale et qui sont traditionnels. Après du coup, c'est après ton agence que tu as fait ton switch, en auto-entreprise. C'est ça. Comment on passe d'une agence à créer sa boîte, quelles sont les étapes par lesquelles tu es passée, les grosses étapes? On était en plein 2020, donc il y avait pas de travail, donc voilà. Et donc c'était un peu ça ou rien du tout. Et donc j'étais en rupture conventionnelle, donc j'avais le droit au chômage, donc ça c'était pas mal pour commencer. Et je me suis beaucoup renseignée, j'ai beaucoup consommé de contenu sur l'entrepreneuriat, se lancer en freelance. Et j'ai fait une formation Pôle emploi. Et puis après, j'ai ouvert mon statut et voilà. Donc ça fait maintenant 3 ans Ouais, que c'est tu fais ça. ça. En 3 ans, quel type de client tu as vu le plus, tu penses? C'est des artistes qui viennent de se lancer? Est-ce que c'est des artistes plus âgés qui connaissent pas trop les réseaux sociaux et voilà? Pour mes clients, tu veux dire? La plupart de mes clients, c'est pas des artistes parce que justement, il y a une question de budget. Il y a une paupérisation du métier d'artiste qui est certaine. Et donc, la plupart de mes clients, ce sont des entreprises qui travaillent avec des artistes. Et le gros de mes clients, ça a été des agents d'illustration. Donc, c'est des agents d'illustrateurs et d'illustratrices qui font le lien entre des clients, justement, de presse, d'édition, de communication, de pub et les artistes. Et donc, je travaillais pour eux et pour leurs réseaux sociaux, pour leurs newsletters, pour leur site internet. Donc ça, c'était le gros de mes clients. Et sinon, pour les artistes qui ont travaillé avec moi, en général, c'est des artistes qui ont un budget, donc une situation, donc qui sont assez avancés dans leur carrière et qui ont envie de déléguer leur communication. Ou alors, c'est des artistes qui se lancent et qui ont besoin de conseils. Et donc là, j'interviens à ces moments-là. Mais il faut avoir voilà, forcément un budget. Moi, c'est mon entreprise, du coup, je facture. Et pour que je m'y retrouve, en fait, en général, il faut avoir un budget. Voilà. Et en termes d'accompagnement, qu'est-ce que tu proposes du coup comme, différents pôles, d'expertise? Alors, jusqu'ici, j'avais une offre de rédaction, justement dans cette idée de parler de son art. Je proposais d'écrire une bio pour essayer de cerner le style de l'illustrateur et de l'illustratrice, de parler un peu de son parcours et voilà, de mettre des mots sur son art, ce qui n'est pas évident surtout pour les artistes de l'image. Et donc, je faisais ça. Et en parallèle, j'ai lancé un Patreon sur lequel les gens peuvent souscrire à un abonnement et en échange, ils écoutent des podcasts justement sur des conseils stratégiques dans Ah ouais, un leur peu de carrière. formation du coup, hein. Alors, c'est pas vraiment de la formation, c'est plus du contenu très ciblé et éducatif et des tips, des conseils, etc. Et de la veille aussi, je fais beaucoup de veille d'appel à projet, appel à candidature, enfin des opportunités professionnelles en fait pour les illustrateurs et les illustratrices. Et voilà. Et là, en ce moment, j'essaye de développer de plus en plus une offre de coaching, donc c'est pas encore bien défini, mais j'aimerais bien justement aider de façon plus personnalisée, un peu moins globale, mais plus personnalisée, les artistes pour leur dire, bah voilà, là tu commences, et ben il va falloir faire telle action qui est plus stratégique qu'une autre, parce que là tu vas perdre ton temps, ton énergie, tu vas générer peu de revenus, et à un moment donné, si tu veux vivre de ton art, il va falloir faire telle ou telle action spécifique. Voilà. Moi je sais pas si c'est possible de faire des généralités, mais, quels seraient du coup les pôles, tu penses, un peu globaux dans lesquels on perd beaucoup de temps pour toi? Et quels sont ceux qui sont le plus importants dans un début de carrière? Alors pour moi, quand tu commences en tant qu'artiste,
tu vas avoir le rêve de vendre tes créations personnelles et d'avoir une boutique. Et ça, à mon avis, ça prend énormément de temps et c'est pas forcément hyper rentable. Donc pourquoi pas avoir ça de côté, mais pas se focaliser là-dessus. Le deuxième truc où on perd beaucoup de temps, c'est d'avoir des réseaux sociaux flambant neufs, d'avoir plein de followers et d'avoir une communauté. Parce qu'encore une fois, avoir une communauté, c'est intéressant pour vendre ses produits, mais c'est pas forcément nécessaire pour avoir des missions clients. En tout cas, quand tu travailles dans l'illustration et que tu travailles avec des marques. Et la chose la plus importante pour moi, c'est le démarchage, en fait. Voilà. Donc le démarchage par mail? Ouais, par mail, parce qu'aujourd'hui, sonner à la porte des gens, ça se fait plus trop, et le téléphone, c'est un petit peu encombrant. Donc, ouais, essentiellement par mail, mais pourquoi pas via les réseaux sociaux, mais essentiellement par mail. Ouais, j'avais vu, je crois que tu avais fait une vidéo spéciale démarchage, ou en tout cas, tu en parlais sur YouTube, et tu disais à quel point tu trouvais ça plus efficace, effectivement, pour trouver rapidement des missions. Ouais, carrément, parce que en fait, c'est très bien la création de contenu et d'espérer que les clients tombent sur toi, sur tes réseaux et viennent te contacter, mais ça prend du temps. Et en fait, quand tu te lances, t'as pas ce temps. Il faut que... Enfin, surtout, moi, j'avais la chance d'avoir Pôle emploi, mais même Pôle emploi, il y avait une date, une échéance, et donc il fallait commencer à vivre, en fait, de son travail. Donc, au lieu d'attendre que les gens viennent vers toi, j'allais vers les gens avec une démarche un petit peu culottée, disons. Enfin, en tout cas, je m'excusais pas de venir et de démarcher, et je passais pas par... des chemins de traverse, je leur disais clairement que j'avais envie de travailler avec eux, et voilà ce que je pouvais leur apporter. Ouais, c'est dur même en fait, je trouve que dans l'auto-entreprise, par exemple, on a plein de pôles à réfléchir et à penser. Et c'est bête, mais juste envoyer un mail, moi, ça m'a pris 2 ans à envoyer des bons mails. Avant, j'ai envoyé des mails, mais je faisais plein de fioritures, je voulais trop... Enfin, je m'éparpillais et ça n'avait pas de sens parce que du coup, on lisait, je pense, même pas jusqu'à la fin. Ouais. Et aujourd'hui, ouais, je suis beaucoup plus directe et je pense qu'il faut quand même envoyer un bon nombre de mails pour avoir du travail, Ouais, même si on sûr. veut personnaliser et tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé la plupart de mes clients par mail ou en tout cas pas par Instagram. Ouais. Mais pour ce qui est des réseaux sociaux, tu as un avis que tu partages pas mal là-dessus. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus Ouais, en fait, en septembre 2023, donc septembre dernier, je rentrais de congé maternité. Donc ça faisait un petit moment que j'étais plus sur les réseaux sociaux. Et je suis revenue sur les réseaux sociaux et je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai envie de retomber dans l'addiction des réseaux sociaux, de scroller, et surtout de montrer ça à ma fille, et voilà. Et du coup, je me suis un peu posé des questions sur mon métier en me disant, Instagram et les autres réseaux sociaux, c'est mon métier, et finalement, je sens qu'il y a un côté nocif pour moi. Donc, est-ce que j'ai envie de conseiller, de continuer à être sur les réseaux sociaux à fond ? Et en même temps, je me disais, les réseaux sociaux, on y passe beaucoup de temps. C'est une grosse entreprise, Instagram, enfin Meta, TikTok, c'est des grosses entreprises qui génèrent des chiffres d'affaires incroyables. Et nous, on fournit un travail énorme pour ces plateformes, sans rétribution. En tout cas, pour les artistes, on gagne pas d'argent à poster sur les réseaux sociaux. Et donc, je me suis dit, est-ce que finalement on a envie de faire plaisir au fameux algorithme ? Est-ce que on travaille pour l'algorithme ? Est-ce que c'est nécessaire d'y perdre sa charge mentale en postant toujours plus ? Et donc j'ai essayé d'initier une réflexion sur comment toujours valoriser son art, sans pour autant être complètement dépendant des réseaux sociaux, et d'avoir quelques alternatives pour pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et surtout de pas mettre tous ses espoirs dans les réseaux sociaux. Mais ce que tu dis en gros, c'est que on fournit du travail gratuit, non rémunéré, pour des plateformes qui se font de l'argent sur notre dos. Exactement. C'est-à-dire qu'on nourrit une machine qui est là pour attirer les gens et les garder sur la plateforme, donc leur manger du temps, de l'attention et de la concentration. Et on donne de l'argent, enfin on donne du temps sans avoir de l'argent en retour, pour piéger des gens sur la plateforme. Enfin, c'est un peu vertigineux quand on y pense, mais...
Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de ponts qui se font entre la photo et l'illustration, par exemple. Enfin, je trouve que, par exemple, Ectomorph, etc., c'est des gens qui m'ont pas mal formée avec leurs vidéos sur plein de choses. C'est de la prestation de service ou de la création qu'on peut vendre. Enfin, voilà. Et en photo, en tout cas, et tu me diras du coup pour l'illustration comment c'est, je trouve qu'on est, du coup, quand on est jeune, hyper précaire. Parce qu'effectivement, il y a le chômage si on y a droit, mais ça dure 2 ans. Et 2 ans, on croit que c'est la folie, mais en fait, c'est rien du tout. 2 ans, ça passe super vite. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi gratuitement. Enfin, qui sont poussés, hein, c'est pas par plaisir, mais à travailler gratuitement et tout. Et ça entraîne une énorme précarisation du métier. Et j'ai l'impression, du coup, qu'on est un peu prêt à tout pour. Et du coup, justement, à perdre énormément d'heures à poster des trucs pour espérer être vu, sans forcément d'ailleurs de retour, hein, parce que, enfin, bah, moi, je suis hyper à fond sur ma com, mais j'ai 1800 abonnés. Enfin, voilà. Et du coup, je sais pas si pour les illustrateurs ou les illustratrices, c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Et puis, il y a cette tendance aussi chez les jeunes artistes qui se lancent, pas jeunes forcément de l'âge, mais jeunes dans sa carrière, à vouloir avoir beaucoup d'abonnés et donc créer du contenu, enfin, créer des illustrations pour Instagram. Donc là, on perd de vue l'objectif, on se dit, bah, je vais créer pour poster, alors qu'en fait, Instagram n'est pas un but en soi, mais simplement un outil pour pouvoir ensuite avoir du travail. Et du coup, on perd un peu de vue son objectif et on travaille justement dans l'optique de satisfaire un algorithme qui est là justement pour qui entretient en fait cette croyance aussi. Enfin, j'ai remarqué et j'en ai discuté avec d'autres artistes qu'en fait les contenus, enfin il y a beaucoup de contenus qui sont poussés sur la plateforme qui t'apprennent à poster sur la plateforme. Donc ça veut dire que l'algorithme va favoriser les contenus qui vont t'inciter à plus poster et à mieux poster. Donc en fait, on éduque l'utilisateur à bien utiliser les outils de la plateforme pour justement que les personnes soient happées par leur scroll, quoi. Donc c'est un peu ouais. Et notamment sur Instagram, je trouve qu'il y a beaucoup de contenu très mis en avant et beaucoup moins. Je le vois rien qu'au niveau de mes stories. Si je mets une photo de ma tête en story, j'ai 400 vues. Si je mets un truc un peu politique, j'ai des fois 60 vues alors que j'ai 1800 abonnés. Enfin, c'est pas que les gens veulent pas voir, c'est qu'on leur montre pas ou dans Ouais. Mais en fait, ils ont constaté... Enfin, en fait, l'algorithme évolue constamment et ça se base sur des études du cerveau. Enfin, comment fonctionne le cerveau humain. Et donc, ton attention est plus attirée par un visage, par de la couleur, par un certain nombre de choses. Et donc, si tu veux que ta story marche bien, il vaut mieux montrer ton visage. Et donc, soit tu joues le jeu de montrer ton visage et du coup, t'arrives à faire passer ton message, soit non, et du coup, t'es moins favorisé par l'algorithme. Ouais. Et du coup, ça fait que les artistes ont un comportement du coup, fait pour ça, comme tu as dit, et ça dénature totalement aussi juste la création artistique. C'est ça, ouais. Ça la formate en fait. On est obligé. Enfin, si on veut percer entre guillemets sur les réseaux sociaux, si on veut jouer le jeu des algorithmes, on est obligé de formater sa création forcément. Et du coup, est-ce qu'il y aurait des, enfin, par exemple, déjà, est-ce que sur ces réseaux-là, donc typiquement Instagram, en tout cas c'est celui dont je parle le plus, ou TikTok, est-ce qu'il y a une façon un peu plus éthique pour son art, je sais pas si c'est le bon mot, d'utiliser ces plateformes-là? C'est un peu compliqué parce que soit on considère que c'est un outil et qu'on en a besoin et donc on joue le jeu, soit on essaye de s'en détacher. Et moi, j'ai clairement pas envie de mettre toute mon énergie dans ces réseaux sociaux-là. Et du coup, quand je conseille les artistes, je leur exprime aussi cette intention-là. Et donc, je pense que il faut l'utiliser déjà, enfin, faut remettre le réseau social à sa place dans ta vision de carrière. C'est-à-dire qu'il faut que tu le remettes en tant qu'outil et pas en tant que fin en soi. Et ensuite, de l'utiliser plus comme une carte de visite ou en tout cas un réseau vraiment social, c'est-à-dire une plateforme sur laquelle échanger avec les artistes, et moins comme le support
nécessaire de toute ton entreprise. Carrément. Et d'ailleurs, toi, tu as fait un changement à un moment aussi de passer de plutôt publier sur Insta et YouTube. Tu publies encore un petit peu sur YouTube, mais maintenant, tu as surtout créé ta page Patreon. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Ouais, alors en fait, Patreon, c'est donc une plateforme où les utilisateurs payent un abonnement pour avoir accès à du contenu exclusif. La problématique de Patreon, c'est que il faut que les gens arrivent sur Patreon. Donc c'est nécessaire d'avoir d'autres réseaux sociaux, ou en tout cas pas forcément des réseaux sociaux, mais des réseaux, peu importe sociaux, ou enfin en tout cas peu importe numérique ou pas, pour ramener du monde sur Patreon. Mais moi, ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'avoir une partie publique. Donc il y a quand même du contenu sur Patreon qu'on peut consommer de ma part sans payer. Donc c'est accessible à tous. Donc Patreon, moi j'utilise comme un réseau social classique pour la partie publique, et pour la partie la plus payante, comme je disais tout à l'heure, c'est des contenus spécifiques d'aide pour les artistes. Parce que Patreon, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est un réseau sur lequel on peut consommer du contenu d'artistes en échange d'un abonnement, enfin d'artistes, de personnes plutôt du milieu culturel, ou peut-être d'autres, je sais pas. Ouais, il y a de tout, Il y a hein. tout. Ouais. En échange d'un abonnement mensuel. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu penses que par exemple des sites comme Patreon, ça permet du coup un meilleur, bah déjà un revenu C'est ça, bah déjà assuré? je m'y retrouve davantage parce Ouais. que j'ai un revenu, aussi maigre soit-il, j'ai un revenu à la fin du mois. Ce qui est pas mal avec Patreon, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme, donc ça veut dire qu'on est libre de ce qu'on consomme et on nous pousse pas des contenus plus que d'autres. Donc ça veut dire que toutes les personnes que je suis sur Patreon, j'ai leur contenu au même niveau. Il y a un défilé chronologique et par personne, mais voilà, sinon il n'y a pas d'algorithme. Et puis ouais, bah, c'est une entreprise un petit peu plus petite, donc c'est aussi ça qui est... Enfin, moi, j'ai les soucis aussi de valoriser davantage à mon échelle, à ma toute petite échelle, des entreprises plus petites que des énormes entreprises. Même si Patreon, c'est quand même une grosse entreprise, on n'est pas à l'échelle d'un GAFAM, quoi. Oui, c'est sûr. Mm. Et est-ce que dans Patreon, on peut découvrir des gens aussi? Ou c'est vraiment Ouais, pas non, fait voilà, pour... c'est ça. C'est que c'est pas fait pour ça. Alors peut-être que ça va venir, mais pour l'instant, on cherche. Il y a un moteur de recherche et tu cherches une personne en particulier. Donc il n'y a pas de découvrabilité. Mais en fait, le problème de la découvrabilité, c'est la soumission aux algorithmes. Donc soit tu veux être découvert et tu joues le jeu des algorithmes sur les autres plateformes, soit tu veux qu'il n'y ait pas d'algorithme et voilà. Tu, tu te mets sur des réseaux comme ça. Et pour des illustrateurs ou illustratrices, tout ce qui est par exemple, moi j'utilise beaucoup LinkedIn. Mhm. Je sais pas si c'est un réseau que tu conseillerais. Ouais, carrément. Bah, en fait, je le conseille. En fait, il faut pas tomber dans... Alors, pourquoi pas, hein, c'est un choix, on peut tomber là-dedans. Mais LinkedIn, en fait, c'est la même chose que Instagram. C'est que plus tu postes, plus tu vas être visible et plus tu vas avoir potentiellement un post qui va hyper bien marcher, qui va être republié, partagé, commenté, etc. Donc il y a toujours ce côté vanity metrics où tu vas pouvoir tomber dans oh là là, mon post ne marche pas. Enfin voilà, il y a une charge mentale de la création de LinkedIn. Mais la différence, c'est que t'as un CV en fait sur LinkedIn. Et tu peux aussi utiliser LinkedIn comme simplement un CV évolutif, donc publier régulièrement ce qui t'arrive, sans pour autant avoir une stratégie de contenu où tu mets corps et âme dedans. Et donc, moi, je conseille d'être sur LinkedIn, ne serait-ce que pour garder des liens avec les clients que tu as déjà eus. Et vu que c'est un côté plus professionnel et moins grand public, c'est peut-être plus efficace pour rester en contact avec ses clients et éventuellement fidéliser une collaboration avec. Ouais. Bah, j'ai l'impression, tu vois, perso, j'ai trouvé beaucoup plus de clients par LinkedIn que par Insta. Par Insta, peut-être un peu plus des particuliers pour du shooting comme ça. Mais j'ai l'impression que sur LinkedIn, quand tu vas, c'est pour du pro et du coup, bah, t'as plus de réception pro aussi dans l'autre sens. Enfin, par exemple, les entreprises, je les ai toutes vues par LinkedIn et pas par Insta, par exemple. Ouais, clairement. Bah, c'est sûr qu'on on évite
Jean-Eudes et Marie-Christine qui veulent qui veulent des prestations en tant que particulier. On cible directement des chefs d'entreprise, des directeurs artistiques, etc. Donc c'est sûr que c'est plus efficace dans une prospection de contenu. Voilà. Moi, je trouve ça hyper intéressant tout ce que tu dis. Et en vrai, je suis hyper d'accord. Mais c'est drôle parce que je fais pas du tout pareil. Enfin, moi, je suis à l'inverse. Je tombe dans tous les jeux d'algorithmes de la planète parce que il y a aussi un truc. C'est que j'ai envie qu'on écoute aussi mes valeurs. Et j'ai aussi envie de partager des valeurs à un nombre plus grand que si j'étais, par exemple... moi, par exemple, Patreon, je me pose pas mal la question, j'aimerais bien, et en même temps, j'ai pas le temps pour l'instant. Mais tu vois, je me dis, tout ce qui est politique, j'ai envie que ce soit plus écouté. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est possible d'être aussi écouté par une autre façon? Je sais pas si je suis claire. Ouais, bah non. Enfin, en fait, les réseaux sociaux, ça a une vertu quand même, c'est que ça a permis à n'importe qui d'avoir une voix qui peut être entendue. Donc, faut pas cracher dans la soupe non plus. C'est quand même, c'est incroyable. Et je pense qu'il y a plein de combats sociaux qui ont vachement évolué grâce aux réseaux sociaux et justement à la parole distribuée. Donc, c'est difficile. Mais je pense que on peut essayer de travailler d'autres réseaux moins numériques et de se rencontrer dans la vraie vie et de faire plus de bouche à bouche, bouche à oreille, n'importe quoi. Faire plus de bouche à oreille, des événements, se rencontrer en vrai, enfin plein de choses qui permettent de sortir un peu de cette unique voie pour se faire connaître et se faire entendre. Vraiment. Si on a un jeune illustrateur ou illustratrice qui commence, imaginons, bon, toi, tu es en région parisienne, donc je pense que peut-être tu t'y connais mieux à cet endroit-là, mais est-ce qu'il y a des événements justement qui permettent aux gens de se ouais, il y en a rencontrer, plein. que tu connais? Il y en a plein. Bon, déjà, moi, si j'étais libre comme l'air, j'irais habiter à Nantes, parce que vraiment, Nantes, c'est C'est the vrai place que to ça a be l'air pour d'être, l'illustration. Il y a vraiment beaucoup de choses, des cafés, des festivals, des ateliers, enfin voilà, plein de choses hyper chouettes. À Lyon, il y a pas mal de trucs aussi, à Paris forcément. Et en fait, pour rencontrer du monde, faire communauté entre artistes, il y a plein d'événements, notamment des festivals de BD, des festivals d'illustration comme Nîmes s'illustre, donc à Nîmes là pour le coup, ou alors les puces de l'élu, les marchés d'illustration comme les marchés des Mariettes, enfin il y a plein de choses. Et puis il y a tout ce qui est atelier de risographie, atelier graphique, etc., où il y a des ponts entre différentes formes d'art et il y a pas mal d'illustrateurs et illustratrices qui se retrouvent là-dedans. Ça crée un autre lien, c'est aussi, enfin, Roxane, une amie à moi qui est passée sur le podcast un peu avant, nous, elle fait beaucoup de marchés d'illustrateurs et d'illustratrices, et elle m'a dit qu'elle a rencontré des amis quand même. Enfin, Ouais, ça carrément. reste, Ouais. tu marques plus les gens. Et peut-être aussi, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, on partage beaucoup notre art sur Internet, et on le partage pas du tout en vrai. Genre moi, ça fait 10 ans que je fais de la photo, j'ai jamais fait d'expo. Et du coup, je sais que ça doit être un rapport aussi à ton art hyper différent quand tu vois les gens qui Ouais, non, c'est réagissent. sûr. C'est sûr. Et d'ailleurs, j'ai découvert un truc qui est assez chouette. Enfin, je sais pas si c'est chouette dans la pratique, mais en tout cas, l'idée est cool. Ça s'appelle Hors Mur. Et ça met en relation des particuliers ou des professionnels qui mettent à disposition un lieu. Et les artistes peuvent proposer une exposition ou des concerts dans ces lieux-là, moyennant soit un prix d'entrée ou alors une exposition gratuite, voilà. Mais en tout cas, bon, même s'il n'y a pas de rémunération, ça permet potentiellement d'exposer son art. Et c'est assez intéressant en fait de penser d'avoir accès en fait à des lieux sans pour autant faire partie de réseaux fermés, de galeries ou etc. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses à développer sur ce côté-là. Et en tout cas, il y a cette application Hors Mur qui existe et ça a l'air chouette. Ok, donc c'est une application. Ouais. J'ai cru que c'était un lieu. Non, c'est une application. C'est génial. Et en fait, ça cartographie. En fait, dans toute la France, il y a des gens qui, par exemple, mon salon, je pourrais le prêter
pour faire une exposition. Ouais, c'est vraiment C'est trop génial. cool. Ouais. Donc tout est gratuit du coup. Alors tout est Ou alors, gratuit, en tout cas, si j'ai bien compris, hein, la mise en relation est gratuite et tu peux demander à l'hôte de soit te rémunérer, donc carrément, par exemple, s'il a envie d'avoir une belle expo ou un concert chez lui pour une fête privée, bah voilà, il te rémunère, soit organiser une billetterie, soit faire un événement gratuit. Mais c'est génial, Ouais. je connaissais pas du tout. Ouais, bah moi je suis J'avais tombée jamais dessus et je me regardé. suis dit waouh, il y a trop de choses à faire avec ça quoi. Bah ouais, Mm, mais c'est trop bien parce que en fait je pense qu'il y a énormément d'initiatives trop chouettes dont on n'entend pas trop mm. Ouais. parler. Mm. Donc trop cool. Au niveau des réseaux sociaux, est-ce qu'il y aurait du coup d'autres réseaux un peu plus chouettes ou est-ce que si c'est pas le cas, tu penses qu'on ce serait possible dans un idéal voilà, qu'on crée nous-mêmes, enfin nous-mêmes, les artistes, un réseau social qui soit beaucoup plus éthique et Alors, il y a pas mal de réseaux sociaux que je vois apparaître spécialisés dans l'art, mais je sais pas trop ce que ça vaut et je connais personne dessus. En fait, je vois des pubs arriver vers moi et je me dis c'est intéressant, mais pour l'instant, j'ai pas trop de... Il n'y a pas trop de réalité dans mon milieu, donc je sais pas trop quoi faire. Et sinon, bah, c'est difficile de s'extraire en fait de ce qui existe déjà. Donc c'est un peu compliqué comme question. Je pense qu'il y a des choses à faire et je pense qu'il y a une difficulté à rendre la chose... en tout cas, il y a une difficulté pour que les gens se mettent dessus et qu'il y ait vraiment un échange et qu'il y ait vraiment un intérêt à être sur ces réseaux sociaux-là. Et il y a aussi un danger, c'est de multiplier les réseaux sociaux, justement dans l'idée de créer des alternatives, etc. Et en fait, de créer encore plus de plateformes sur lesquelles se disperser et de perdre un peu de vue ses objectifs, vrai. quoi. Encore une fois, perdre trop son temps sur ça. Ouais. Je pense qu'en fait, le mieux, c'est d'être sur les réseaux sociaux, de pas trop se prendre la tête, ou en tout cas d'avoir une consommation et une production raisonnée sur les réseaux sociaux, et ensuite de favoriser d'autres moyens de rencontrer du monde, de trouver des clients, voilà. Ouais, carrément. Oui, donc toi, t'es vraiment, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui se lance, ce serait de faire un peu les deux et enfin de se rendre compte aussi qu'il y a d'autres moyens de. Ouais, c'est ça. De pas mettre tous ces espoirs en fait dans les réseaux sociaux. C'est surtout ça. C'est que on a l'impression que c'est le seul moyen d'y arriver, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de success stories autour de nous qui montrent que, ils ont réussi grâce aux réseaux sociaux. Mais en fait, c'est pas le seul moyen, et c'est un outil, et il faut aussi se remettre dans la temporalité, c'est que les gens qui ont vachement bien réussi sur les réseaux sociaux, pas pour la plupart, mais en tout cas pour beaucoup, c'était à une autre époque. Et il y a 3 ans, c'est déjà différent. En 2020, par exemple, si tu perçais sur les réseaux sociaux, bah en fait, tout le monde était dans son canapé à vivre le confinement. Donc forcément, il y avait une autre thématique. Les gens qui ont réussi sur Instagram, il y a 5-10 ans, peut-être pas 10 ans, mais il y a 5 ans, et ben en fait, il y avait personne sur Instagram. Donc forcément, ils ont pris l'espace. Enfin voilà. Donc il faut un petit peu... relativiser ces jolies histoires et se dire que si on ne réussit pas par ces moyens-là, ça ne veut pas dire qu'on va pas réussir. Ouais, carrément. J'avais vu une vidéo de toi qui disait que qui disait un truc genre si toi aussi machin et tu disais qu'en gros il y avait plein d'artistes qui avaient eu un petit peu une illusion en voyant justement des success stories. Je pense qu'en plus on a vraiment grandi comme tu as dit à l'époque des influenceurs et tout. Et, et tu disais, voilà, enfin, il y a beaucoup d'artistes ouais, qui ont grandi avec des illusions de success story d'artistes. Et aujourd'hui, quand tu te rends compte que c'est pas possible pour toi, en tout cas aujourd'hui, machin, bah c'est hyper dur. Est-ce que t'es passé par là toi aussi ou... Ouais, bah régulièrement, je vois des gens qui... Parce que pareil, hein, moi, mes réseaux sociaux, j'ai pas beaucoup d'abonnés, et je vois des gens qui carburent et qui font énormément de vidéos, etc. Et je me dis, oh là là, je fais pas du tout ça, je vais pas y arriver. Et en fait, je me rappelle que bah j'ai des clients à côté et que c'est pas la seule façon de réussir. Pour tempérer un petit peu la réussite sur les réseaux sociaux, moi qui ai travaillé avec beaucoup d'agents d'illustrateurs, il y a des artistes qui ont vraiment énormément de missions, qui sont affichés dans tous les
toutes les magazines, les journaux, les pubs, etc. et qui ont 800 abonnés sur Instagram. Et ça, franchement, enfin, moi, il faut s'en rendre compte, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent très bien sans les réseaux sociaux. Alors peut-être que on est dans une dynamique où les clients regardent de plus en plus, ça c'est une réalité dans le milieu de l'illustration, les clients regardent de plus en plus tes réseaux sociaux pour savoir s'ils te castent ou pas. Mais ce n'est pas nécessaire, tout le monde ne fait pas ça, et il y a d'autres moyens de les toucher et de les convaincre. Ouais, notamment travailler son réseau pro aussi. Ouais, exactement. Ouais. Travailler son portfolio, travailler son démarchage, tout ça. Ouais. Et enfin, je pense que quand on est jeune artiste, on s'éparpille beaucoup en fait et on teste plein de trucs, on rate plein de trucs parce que le monde n'est pas fait pour ça en vrai aujourd'hui. Enfin, je trouve. Et du coup, je pense que c'est un peu compliqué, qu'il y en a pas mal qui se sentent seuls. Et effectivement, du coup, travailler des réseaux plus humains, ça change. J'ai l'impression que quand tu as des potes qui font la même chose que toi, aussi, ça change. J'ai l'impression que quand tu peux faire des coworking avec des gens avec qui tu partages un peu les valeurs aussi, c'est cool. Et même si on peut s'en sortir en autodidacte, faut le dire aussi, quand tu fais une école ou des formations, ça booste ton réseau pro aussi. Donc il y a des moyens un peu old school finalement, mais qui fonctionnent aussi en alternative aux réseaux sociaux. Donc il n'y a pas une seule voie pour réussir. Il y a plein de trucs, je pense, on n'y a pas idée parce qu'effectivement, on s'est conformé à un truc seulement et on voit pas trop le reste des fois. Et toi, tu conseilles pas mal aussi aux artistes s'ils ont des valeurs, par exemple, de les imprégner dans leur travail. Ouais, carrément. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes dans le monde et ce qui fait ta singularité, c'est ce qui fait ta force finalement. Et du coup, ne pas avoir peur de faire, de partager tes valeurs et d'en faire un argument finalement de différenciation et un argument pour que les gens adhèrent à ton travail ou non. Ouais, carrément. Et des valeurs, ça peut même pas forcément être politique, mais Non, pas juste forcément. ce que t'aimes bien toi, ce que tu... Bien sûr, des sensibilités à des sujets. Enfin, je connais pas mal d'illustratrices qui sont sensibles aux questions de la santé mentale, par exemple, et leur travail va être très introspectif, très poétique, et bah ça, en fait, ça peut parler à des clients en particulier, et à compétences à peu près égales, une personne va être plus sensible à ce que tu fais, et du coup, va te choisir toi par rapport à quelqu'un qui va avoir d'autres thématiques. Ouais, je pense qu'on a souvent peur de se démarquer parce qu'on se dit que si on rentre dans une sorte de norme, ça marche mieux. Ouais. Alors que des fois, c'est... Ouais, justement. Et ça, je pense que c'est un biais des réseaux sociaux, justement. C'est que on a envie d'avoir beaucoup d'abonnés et donc de plaire à beaucoup de monde. Mais en fait, parfois, il vaut mieux plaire à un petit groupe de personnes. Et ce petit groupe de personnes-là, ça va être une cible plus claire, en fait. Et ça va te permettre de vendre ton travail plus facilement, en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, chargée de communication, je peux faire de la communication pour des banques, pour des artistes, pour des multinationales, voilà. Et en fait, de catégoriser et de dire, moi, je travaille pour l'illustration, et en fait, ça me permet d'avoir déjà une expertise sur le sujet et de toucher bien plus facilement des entreprises dans l'illustration que d'autres personnes qui font de la communication aussi. Donc ça marche aussi pour l'illustration et j'imagine que ça marche pour la photo aussi. Oui, on a toujours peur de réduire le nombre de personnes à qui on parle, dans un terme de niche un peu. Alors qu'au final, effectivement, ça marche mieux. Moi, c'était avec même la politique, c'est bête, mais c'est vraiment une grosse partie de ma vie et du coup, j'en parle pas mal. Et au début, j'avais peur que du coup mes clients qui sont pas d'accord avec moi veuillent plus travailler avec moi. Et des fois, c'est vrai. Oui, c'est un risque. Mais il y en a effectivement aussi plein d'autres avec qui j'ai travaillé aussi parce qu'on s'entendait bien. Et je pense qu'on est d'ailleurs d'autant plus motivés et on travaille d'autant mieux quand on est nous-mêmes, en fait. Carrément. Et puis, même dans l'échange avec ton client, moi j'ai l'impression que quand tu t'entends bien avec ton client, forcément, la collaboration, elle va se faire bien mieux. Et ça va pouvoir se poursuivre, alors que si tu t'entends pas très bien, mais que le travail est bien fait, peut-être qu'il va chercher quelqu'un d'autre parce que finalement, c'était pas... donc ça vaut le coup. C'est sûr. En plus, moi je dis souvent, déjà c'est tellement galère de se lancer en freelance, autant que ce soit dans un truc qui te plaise vraiment. Ouais, carrément. Après, c'est sûr que parfois,
il y a une logique financière aussi au métier de freelance. Et parfois, on prend tout ce qui vient. Et c'est normal, quand on commence, de prendre tout ce qui arrive et de pas faire la fine bouche. Mais dans ta communication, en tout cas, tu peux cibler et être plus niche, accepter peut-être des missions qui sont en dehors de ta niche, mais en tout cas dans ta communication, attirer les clients qui sont dans ta niche. Ouais, carrément. Oui, il faut pas s'en vouloir de travailler pour des entreprises avec qui on n'est pas forcément totalement d'accord. À un moment donné, il faut payer ses factures, donc on fait ce qu'on peut, ouais. C'est pas à nous, il faut pas culpabiliser les individus et encore moins les personnes précaires et les freelances. Voilà, il faut bien vivre, donc on fait comme on peut dans un monde comme il est, quoi. Comme il est, ouais. Bah, typiquement, moi, c'est ça qui m'avait attirée sur ton compte. C'était justement ton discours sur tout ce dont on est en train de parler. Enfin, je trouve que ça fait effectivement plus sens pour des gens qui sont aussi alertes sur ce genre de questions et tout. Toi, par exemple, tu avais partagé le compte de Facessi. Je sais pas du tout comment on dit. Facessi. Je sais pas non plus. Mais, en gros, c'est une illustratrice qui fait du contenu uniquement engagé. Enfin, à chaque fois, en tout cas, qu'elle raconte une histoire, c'est pour parler d'un sujet en particulier, intime ou politique, etc. Et elle avait partagé justement une BD là-dessus. Comment tu l'as connue, par exemple, et qu'est-ce qui t'attire dans son travail? Eh ben, c'est la magie d'Instagram, finalement. C'est des illustratrices que je suivais qui avaient partagé son contenu en story. Et j'ai découvert ses BD, donc elle fait de la BD. Et ça résonnait hyper fort avec ce que j'étais en train de vivre et ce que j'étais en train de mettre en place comme réflexion. Et je trouve que donc là c'est de la BD d'essai, enfin c'est pas de la fiction, c'est vraiment elle décortique un sujet. Et là le sujet sur lequel j'ai connu son travail, c'était le fait que Instagram exploite les artistes, donc ce dont on a parlé tout à l'heure. Et elle l'explique très bien avec des mots très justes et avec un soutien de l'image aussi très juste. Et elle encourageait à lire sa BD sur son blog. Et c'est vrai que aujourd'hui le blog c'est plus trop tendance. Enfin, les réseaux sociaux ont pris le pas sur les blogs. Mais moi j'ai essayé d'aller sur son blog justement pour sortir un petit peu de ce scroll et de cette attention limitée que j'avais pour un post Instagram et de vraiment prendre le temps de lire sa BD sur son blog. Et franchement c'est top. Enfin, ouais, juste le fait d'être sur un site et pas Instagram, ça te donne une expérience complètement différente. Carrément. Et je trouve pour l'attention, en tout cas, c'est différent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre, en fait, sur ta page. Tu vas pas pouvoir scroller sur autre chose. Tu continues à lire ta BD. Et bon, c'est difficile de se forcer à sortir des réseaux, mais c'était intéressant comme démarche, en tout cas. Enfin, moi, ça m'a plu de me dire, là, je prends le temps, je clique, et même si mon attention part un peu ailleurs, je me reconcentre, et voilà. Et toi, en plus, t'es partie pendant plusieurs mois des réseaux. Je sais pas si ça t'a changé quelque chose. Ouais, clairement, j'étais plus du tout sur les réseaux. Et au début, j'avais un petit peu le FOMO. Je me dis, je vais rater plein de choses, etc. Et en fait, ça fait du bien de faire des pauses parfois. De lâcher un peu sur le réflexe dès que t'as un moment d'être sur les réseaux sociaux. Ça fait du bien, quoi. Est-ce que t'as eu l'impression d'avoir plus de temps? Parce que moi, j'ai l'impression de perdre beaucoup de temps. Ouais. En fait, j'ai arrêté les réseaux sociaux quand j'étais enceinte et quand j'avais mon bébé. Donc, enceinte, je dormais beaucoup et avec mon bébé, je dormais pas assez. Donc, finalement, j'avais pas l'impression d'avoir gagné du temps. Mais je pense que je pense que ça en fait tous les petits moments qu'on passe sur les réseaux sociaux à regarder des trucs au lieu de faire quelque chose ou même de rien faire mais simplement de se reposer, cumulé, on perd un temps fou, quoi, c'est sûr. Ouais. Et j'imagine que sans réseau, en plus, tu peux quand même aller voir le travail de tes artistes préférés, mais tu peux aller sur leur site, tu peux chercher toi juste ce que tu veux voir. Ouais, c'est vrai. Après, j'ai pas du tout eu cette... Enfin, c'est difficile, en fait. Tu vois, tu vas pas te dire, bon, alors là, qu'est-ce que je fais? Je vais aller sur ce site-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de revenir au papier ou aux expositions et de lire une BD ou... Enfin, voilà. Ça, vraiment, ça fait du bien, je trouve, de revenir à quelque chose loin des écrans. Parce que c'est pas très naturel d'ouvrir un site internet sans y être dirigé. Par contre, c'est plus naturel de prendre un livre et de l'ouvrir, quoi.
trouvais ça intéressant de voir aussi, ce que tu m'as dit tout à l'heure tu as eu un enfant et du coup, c'est vrai que c'est un peu flou, je pense, dans la tête des gens de savoir, ce que ça fait d'avoir un enfant quand on est en freelance, mais je sais pas du tout si Ouais, non, ça me dérange pas du tout d'en parler. C'est un peu galère. C'est un peu galère parce qu'on se dit: «Oui, j'organise mon temps comme je veux, du coup, c'est parfait» et cetera et en fait, je m'étais dit: «Bah, j'ai pas envie de faire garder ma fille trop longtemps, alors je fais des horaires de crèche un peu limités, je vais la chercher à 16h30 et tout» et en fait, j'arrivais pas à travailler et au tout début, j'avais besoin de dormir quand elle était gardée et la journée se terminait hyper vite, il fallait vite que j'aille la chercher et donc c'était un peu compliqué. Et puis, comme je te disais en off tout à l'heure, il y a la question du congé maternité, qui est une vraie problématique. C'est que la plupart des personnes en freelance qui sont en congé maternité ne touchent pas leur congé maternité au moment où ils doivent le toucher. Et moi, j'ai toujours pas à toucher alors que ma fille a 6 mois. Très pratique. Voilà, donc ouais. Ouais, c'est des choses, enfin vraiment, tu vois, moi, genre, je sais que j'ai pas le droit à des congés maladie ou alors si, mais pour des trucs très spécifiques et tout. Je trouve qu'il y a vraiment un flou sur nos droits, quand on est en freelance. Enfin, personne sait ce qu'il faut faire. Ouais, non, carrément. Et typiquement, le congé maladie, je me demandais justement si tu y avais eu droit ou pas. J'ai le droit au congé maternité, mais je l'ai pas touché. Ouais. Et ce qu'il aurait fallu faire, c'est prendre des assurances, ou enfin je sais plus le nom, mais protection. Enfin en tout cas, il y a plein d'organismes privés qui te permettent d'avoir justement qui te remboursent tes revenus en fait. Enfin pas qui te remboursent tes revenus, mais qui te payent des compléments en fait. Sauf qu'il faut les payer chaque mois. Et moi, je m'étais dit, non, mais ça me coûte beaucoup trop cher. Et en fait, j'aurais peut-être dû, parce que je m'y serais peut-être retrouvée. Enfin... Est-ce que, du coup, dans tes recherches, là, pour tout ce qui est congé maternité et tout, est-ce que, par exemple, tu aurais trouvé un site qui a pu t'aider sur justement des questions de droit que tu voudrais recommander? En fait, il y a le site d'Amélie. Je crois qu'il y a une ressource spécifique pour les freelances. Et j'ai suivi une masterclass là-dessus, enfin une masterclass en webinaire, ou je sais plus quelle était intitulée, mais en gros voilà, où il y avait des gens d'Amélie qui parlaient de ça. Mais force est de constater que j'ai tout fait bien et que j'ai toujours pas mes congés, donc enfin mes indemnités. Quels sont tes projets du moment et qu'est-ce que tu voudrais faire en 2024? C'est quoi un peu tes prochaines actus? Alors comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien lancer un peu plus de coaching. Enfin, il y a vraiment un rapport à l'artiste et dans le conseil qui me plaît vraiment beaucoup. Même mon rêve, ça serait trop d'être prof dans une école d'art et de faire des cours de com. Ça serait, je kifferais cool. vraiment trop, mais je sais pas trop comment démarcher justement dans ce sens-là. Et sinon, dans ma réflexion, justement, comme alternative à Instagram et à recréer du lien entre artistes et à partager son travail en dehors des réseaux sociaux, j'ai fait un zine. Donc là, je suis en train de chercher si j'ai le droit d'avoir une boutique en ligne ou pas avec mes droits, enfin mon statut URSSAF, etc. Enfin, j'essaye de voir comment le vendre. Mais en tout cas, j'ai fait un zine justement pour partager ces réflexions sur comment trouver des alternatives pour Instagram. Et j'ai envie d'avoir en fait justement cette parution pas régulière, mais en tout cas plusieurs fois dans l'année, justement pour partager mes réflexions sur le sujet, sur le métier de l'illustration, sur la communication quand on est artiste, etc. Donc ça, c'est un peu mon projet du moment. Et je prépare aussi un zine collaboratif avec des artistes qui me suivent sur Patreon pour justement essayer de créer du lien entre artistes et faire une parution collaborative pour échanger sur l'art, etc. Donc, c'est génial. Moi, j'ai cru que c'était un zine à la base. Ouais, donc j'ai fait un zine et l'idée, c'est d'avoir une parution, de faire plusieurs numéros, en fait. Voilà. Donc, ton personnel, c'est sur tes réflexions et celui avec les autres artistes, c'est des œuvres ou c'est... Ouais, c'est ça, je propose des thématiques et je laisse carte blanche sur cette thématique aux artistes pour faire une double page. Et l'idée, c'est de créer des synergies entre artistes et que pour l'instant, c'est avec des filles, qu'elles réagissent sur le travail des autres et de recréer en fait un petit peu cette idée de communauté sur le travail des uns des autres.
Ouais, du coup, le partage entre artistes, c'est quelque chose qui t'est important en tout cas. Bah, en tout cas, je sens que si on est sur Instagram, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour sortir un peu de sa solitude d'artiste et pour interagir, pour s'inspirer les unes des autres. Et, et en fait, avant les réseaux sociaux, on faisait déjà ça. Et du coup, c'est essayer de retrouver un peu cette idée-là d'artiste, peut-être un peu qui existait déjà avant que les réseaux sociaux prennent une place importante dans les milieux artistiques, et de permettre d'échanger l'art d'une façon un peu moins numérique. Ouais, carrément. Est-ce que toi, t'as déjà fait de l'illustration ou pas du tout? Bah, je dessine de mon côté, Ok. mais j'ai pas du tout vocation à ce que ça devienne mon métier. Enfin, moi, je vois en fait à quel point c'est difficile comme métier, et surtout j'ai pas les compétences. Enfin, à mon sens, j'ai pas les compétences pour. Mais ouais, j'ai une pratique créative personnelle qui m'éclate bien, et justement là, le zine, ça me permet un peu de relier les deux et de faire quelque chose de mes mains, et c'est chouette. Ah, c'est cool. Mm. Ouais, ça a un côté hyper création artistique. Ouais, surtout que moi, j'ai vraiment à cœur de faire quelque chose d'assez assez brut, assez libre. J'ai pas du tout envie de quelque chose de léché. Je suis pas du tout en train de faire un magazine auto-publié. C'est vraiment une création personnelle où il y a beaucoup de collages, d'écriture libre, de dessins naïfs, etc., qui me permettent ensuite de mettre en forme mes idées. Et j'ai vraiment envie de... Justement en contradiction avec Instagram, où il y a aussi un côté d'Instagram, on n'en a pas parlé, mais où il faut que tout soit parfait. Il y a une espèce d'exigence du visuel, voilà. Et en contradiction avec ça, j'avais envie d'une création plus spontanée, en fait. Et voilà. Bah ouais, en plus, les zines, c'est un objet de collection à part entière. Je trouve Ouais. que le fanzine, par exemple, c'est tout un art en Ouais, soi. c'est ça. Bah, je me suis un petit peu renseignée. Alors, je suis pas experte sur le sujet, mais j'ai cru comprendre que dans les milieux punk, dans les milieux LGBT, etc., c'était vraiment le moyen facile et accessible, en fait, euh, de créer. Et du coup, j'ai envie d'embrasser pleinement cette culture de l'auto-édition et du côté un peu brut Au niveau et des créatif. illustrateurs et des illustratrices que tu suives, est-ce qu'il y en a qui t'inspirent vraiment et que tu voudrais nous recommander? Bah ouais, pourquoi pas. Là, je pense à Clémentine Fourcade, Clémentine tout court sur Instagram, qui fait de la BD, qui a un petit compte et qui mérite qu'on connaisse davantage son travail. J'essaye de réfléchir à des artistes justement qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, parce que c'est facile de recommander les grosses stars, mais finalement tout le monde les connaît. C'est la question un peu difficile. Ouais. Il y a Chloé Le Lièvre aussi, que j'ai découvert grâce à Patreon, qui me suit sur Patreon, qui fait un travail très délicat, très poétique, et qui est vraiment chouette. Enfin, faut aller voir son travail. Je pense que ça mérite aussi plus de visibilité. Et puis, peut-être une petite dernière. Et il y a aussi Mutin de Perde, donc Anaïs Janel, je crois, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Et c'est chouette. Et j'aime beaucoup ses illustrations. Et du coup, ça vaut le coup aussi d'aller voir. Trop chouette. Du coup, tes projets pour 2024, c'est plus du coup orienté coaching, fanzine. Ouais. Et j'ai vu juste sur ton site que tu faisais aussi de la photo vidéo. Ouais. C'est un truc que tu vas continuer aussi cette année? Alors en fait, je propose de la photo et la vidéo dans une optique de communication. C'est-à-dire que si mes clients ont besoin d'alimenter leurs réseaux sociaux, leur site internet, leur newsletter avec du contenu et qu'ils savent pas prendre de photos, de vidéos, voilà, je le propose. Mais c'est pas mon métier. Enfin, je suis pas photographe ni vidéaste, mais je suis chargée de communication et j'ai ces outils-là pour pouvoir communiquer. Mais ouais, je le propose toujours. Après, ce qui m'arrange de plus en plus, c'est de travailler à distance, parce que je suis maman et parce que j'habite certes en région parisienne, mais très loin de Paris. Et du coup, c'est des prestations que je fais peu, mais c'est possible que je les fasse. Oui, parce que c'est vrai que du coup, ça te met direct un énorme déplacement Ouais. dans ta journée. Et
Au niveau des événements, il y en a un que t'attends cette année que t'aimes retrouver Bah, physiquement? c'est trop triste parce que cette année, je ferai aucun événement parce que j'ai du mal à quitter la maison avec mon bébé. Mais l'année dernière, enfin, en tout cas en 2022, je suis allée à Nîmes Illustre, donc je t'en parlais tout à l'heure. C'est le festival d'illustration. Euh, et franchement, c'est trop chouette comme événement. J'ai été bénévole là-bas une année. Et, euh, et c'est un bel événement avec de jolies expositions. Et il y a tous les agents d'illustrateurs et d'illustratrices qui s'y retrouvent. Il y a plein d'artistes qui s'y retrouvent. Le podcast Sens Créatif fait un live en général. Et Ah, donc, j'ai vu que t'avais fait des photos pour ouais, ça. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment un événement trop chouette. On va à Nîmes, donc il fait hyper beau. On va dans le sud. Enfin, moi, ça me sort de ma morosité parisienne. Et voilà. Donc, j'irai pas cette année, mais je conseille à tout le monde d'y aller. Bah ouais, l'année prochaine. Ouais. Et est-ce que tu aurais un petit dernier mot à dire à un ou une petite illustratrice qui vient de commencer et qui se sent un peu perdue? Un conseil? Ouais, par exemple. Bah, moi, je m'occupe pas du tout de la partie illustration, c'est-à-dire que je pense qu'il faut travailler sa compétence d'illustration, ça c'est important. Mais moi, je suis pas du tout qualifiée pour pour apprendre aux gens à bien dessiner. Mais ouais, vraiment travailler son démarchage avant de vouloir faire tout le reste. Se concentrer en fait sur son book, sur un petit site vitrine ou un début de réseaux sociaux sur lesquels renvoyer. Et puis voilà, et démarcher pour pouvoir commencer son activité. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Chloé. C'était trop chouette de Merci à faire ça toi. avec toi. Donc, merci beaucoup pour ton passage. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que notre discussion vous aura plu. Si vous voulez aller suivre Chloé sur ses réseaux sociaux, tout est en barre d'infos et toutes les personnes qu'elle a mentionnées également. Merci encore à Chloé de m'avoir accueillie chez elle et d'être passée sur le podcast. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec elle. C'était vraiment hyper intéressant. C'était le premier épisode de cette année et j'ai plein de choses prévues et j'espère vraiment que le programme vous plaira. En tout cas, je suis très contente à l'idée de reprendre le podcast. Je vous souhaite une très belle année avec plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.